Bon dimanche et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de Politiquement Incorrect. Le dialogue inclusif est-il dans l'impasse? À la suite de la visite officielle du Premier ministre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, porteur de l'offre de paix et de dialogue du président de la République Paul Biya, certains journaux cette semaine ont tout fait de parler des vertus du dialogue, indiquant d'ailleurs que les parlementaires ont fait quelques propositions à la faveur de la tenue de la session parlementaire du mois de juin, suffisant pour que quelques experts, mais également acteurs de la société civile, évoquent la responsabilité de ces parlementaires dans la perspective d'une solution définitive et pour un retour à la stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le premier sujet en débat ce dimanche est finalement celui de savoir si ces parlementaires ont le droit ou peuvent instruire l'introduction de cette question anglophone en débat au cours de cette session parlementaire du mois de juin. Et puis en deuxième sujet, nous parlerons de la partie septentrionale du Cameroun, précisément la région de l'extrême nord, qui a été de nouveau la cible des attaques attribuées à la nébuleuse Boko Haram. Le communiqué rendu public par le ministre de la Défense parlait de près de 300 terroristes qui ont assiégé la localité de Darak dans le Logoni-Charia à l'extrême nord du Cameroun, faisant 16 morts dans les rangs de l'armée du Cameroun. Mais ces incursions répétées dans cette partie du terroir posent-ils finalement la question de cette région qui devient visiblement une cible des éléments djihadistes? Comment comprendre cette recrudescence des attaques dans cette partie du terroir qui fait partie de la région sahélienne? On en parle également ce dimanche dans le cadre de cet amphithéâtre dominical. Et puis, on reviendra sur la une du Messager cette semaine qui évoquait la question du calendrier électoral à la faveur des élections municipales et législatives qui sont annoncées au cours de cette année 2019. Est-ce que ce calendrier est hypothétique? Question également qui fera l'objet de la troisième dorsale de cette émission Politiquement Incorrect ce dimanche. Vous le savez, les codes de conduite restent inchangés. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Des invités ont accepté d'être avec nous ce dimanche, comme tous les dimanches, et nous leur disons d'ailleurs grandement merci. Nous allons donc décliner le profil de ces derniers. Je vais commencer par Sa Majesté Patrick Ondandon, qui est venu de Yaoundé. Et ce dimanche, il parlera pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sa Majesté, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci, M. Sanglo. Merci de m'avoir invité et conduit à cette séance de travail. Merci également à ces chers panélistes de tout. Et je crois que tout à l'heure, nos téléspectateurs seront ravis des différents débats que nous allons mener. Majesté, avant d'entrer dans le vif du débat ce dimanche, une question d'actualité, évoquée d'ailleurs par le journal de Dieudonné 20 cette semaine. Il s'agit du journal Info Matin Quotidien qui faisait état de ce que le plus important convoi gouvernemental a été dépêché dans les zones chrysogènes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On parlait de 50 camions chargés de dons divers à l'attention des déplacés, des nombreux nombres de 75 000 dans ces régions-là. Quelle est votre réaction à la suite de ce convoi gouvernemental? Je me réjouis effectivement que ce convoi ait pu mettre tout autour d'abord le gouvernement camerounais, ensuite les chanceliers occidentales, en l'occurrence les responsables de l'Union européenne et de l'ONU. Donc vous comprenez que le gouvernement avait toujours effectivement pris cette mesure pour pouvoir accompagner les différents réfugiés internes. Il faut aussi dire qu'il faut également trouver sensible la présence effectivement des responsables de l'ONU. Et en fait, c'est ce que le gouvernement a demandé depuis, qui est, n'est-ce pas, la clarté dans l'aide humanitaire. Que nous ne sommes pas un pays qui est occupé
où l'aide va sortir de nulle part pour venir, n'est-ce pas, pour aller chez les réfugiés parce qu'on ne sait pas ce qui pouvait se retrouver dans ces camions. C'est tout à fait normal et l'Osman Belu l'a reconnu qu'il est du devoir du gouvernement camerounais effectivement de vérifier effectivement parce que c'est le premier concerné quelle aide va être effectivement apportée aux différents réfugiés. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait eu cette entente et que les principaux bénéficiaires soient nos frères et sœurs qui souffrent parce que beaucoup se sont réfugiés dans la bourse, parce que beaucoup se sont déplacés. Donc c'est une très bonne chose. Maître Adeline Djongan, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous représentez ce dimanche le Social-Démocratique Front, le parti de la balance. Bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Monsieur Sanjo. Je dis aussi bonjour à mes chers companélistes et surtout bonne fête des pères parce que vous êtes tous des pères et des hommes. Et bonjour à nos téléspectateurs. Maître, je voudrais que vous réagissiez également à un sujet d'actualité relative à votre formation politique qui a tenu une session du NEC à Yaoundé les 8 et 9 juin dernier. L'une des résolutions qui a été évoquée par la presse et qui parle notamment d'implosion au sein du bureau du SDF à Bafoussam Premier. Est-ce que ce sujet-là, où on parle notamment de la mise sur pied d'une sorte de commission, dit-on, de réconciliation pour essayer d'apaiser les tensions dans ce bureau-là. D'abord, quelle est votre réaction sur cette une-là où on parle notamment de cette guerre de leadership au sein du SDF à Bafoussam Premier? Je ne pense pas qu'il y ait un problème de guerre de leadership. Et puis, vous savez, nous sommes un parti politique et dans un parti politique, il y a des militants. Et lorsqu'un militant adhère à un parti politique, il a des ambitions. Quoi qu'on le veuille ou quoi qu'on le fasse, on a des ambitions. Et ces ambitions voudraient que, sur le plan interne, que des gens aspirent à telle ou telle fonction ou à telle ou telle responsabilité. Et c'est normal. Ce sont des bagarres internes, des luttes internes, mais vraiment, il n'y a pas de crise de leadership. Et je pense qu'il y a des structures et chacun est libre d'aspirer à vouloir être responsable de telle ou telle autre structure. Et après ces élections, des gens reviennent à la maison, on se dit, l'essentiel c'est de se remettre encore au travail après qu'on ait mis des structures en place où tel ait gagné l'élection ou pas. Donc il n'y a aucune crise, soyez-en rassurés. Et on parle de réconciliation parce que généralement, vous savez, lorsque... Comment on en est arrivé à se retrouver avec deux bureaux sans... Il n'y a pas eu un problème de circonscription. Non, il n'y a pas eu un problème de deux bureaux. Le problème, c'est qu'il y a une commission qui était d'abord mise en place, qui devait aller conduire des élections. Malheureusement, il y a un responsable qui s'est arrogé cette responsabilité, est allé le faire en marge de la commission, qui devait effectivement faire ce travail. Et lorsque la commission, plus le NEC a encore donné mandat à la commission d'aller continuer son travail et aller faire ce travail. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il y a un bureau qui a été élu. Et aujourd'hui, le NEC a trouvé bon d'envoyer la commission, enfin d'aller rassembler toutes les parties et leur dire, on a mis une commission, un bureau a été élu, mais il faut travailler et travailler sereinement pour préparer les prochaines décisions. C'est tout simplement ça. Bandakani, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le président national du nouveau mouvement populaire. Merci d'être venu ce dimanche. Merci mon cher Sando. Je salue mes co-tabolistes. C'est un plaisir immense d'échanger avec eux et de me retrouver sur votre plateau illustre. Je voudrais simplement que vous réagissiez. On n'a pas ce journal. Je voudrais vous faire réagir rapidement sur la une du journal Mutation qui évoquait l'ouverture de cette session parlementaire en indiquant en grande une cette semaine que Kavaïgué jouait le rôle du fou du roi pour indiquer que dans son propos tenu à l'hémicycle de Ngwaekele, il a nullement évoqué la possibilité que le Parlement se saisisse de ce fameux dialogue qui est annoncé par les pouvoirs publics. Vous permettrez que je retourne à Maître Adeline les civilités qu'elle nous a faites en tant que père. Ça augure, n'est-ce pas, du caractère très élevé de l'émission que nous aurons. On vous dit merci. Ben, écoutez ça, parce qu'un journal dit que le président du Parlement joue au fou du roi, que c'est vrai. Les journaux écrivent ce qu'ils veulent. Et vous savez que les journaux chez nous ne sont pas neutres, maintenant c'est connu. Et les journaux sont alignés sur des intérêts financiers et sur des intérêts politiques que tout le monde connaît désormais. Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, que les titrailles sont faites, souvent, n'est-ce pas, la déontologie, n'est-ce pas, s'arrange de plus en plus chez nous à être, on sait de plus en plus harmoniser la ligne éditoriale avec les intérêts partisans. Donc, pour nous, nous n'avons pas
avec tout le respect que nous devons pour ce grand journal camerounais, nous n'avons pas pris ça pour une vérité. Le président Kaba Yégué Djibril, c'est un maître du parlementarisme africain. On ne l'aime pas, son expérience en la matière impose. Donc, ce n'est pas un journal, fut-il le journal Mutation, grand journal, qui doit dicter ou bien analyser d'une certaine manière les démarches du président Kaba Yégué Djibril. Donc, le Parlement camerounais, c'est un Parlement qui a une tradition que tout le monde connaît. Banakandi, ça fait quand même 3 ans que cette crise perdure et puis effectivement le Parlement, visiblement, semble esquiver la question. Non, il ne faut pas faire le faux débat. Le Parlement camerounais, c'est une structure bien maîtrisée dont on connaît les règles de fonctionnement. On sait comment un sujet fait pour arriver sur la table. Il ne faut pas oublier ça. Très bien. On connaît ses coutumes, on connaît sa structure. Donc, le Parlement camerounais ne se saisit pas d'un sujet comme ça. Le Parlement camerounais, c'est un Parlement qui est issu de formations politiques, qui est issu de forces politiques qui sont organisées. Et au-delà de ça, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, la réglementation interne au Parlement. Cette sujet n'arrive pas sur la table comme ça. Donc, je ne sais pas, qui a dit que cette session-ci devait déboucher sur une mise sur la table de façon officielle par le Parlement camerounais de ce sujet-là. Qui a dit? On ne gouverne pas un pays par l'opinion. Un pays, ça se gouverne sérieusement. Et surtout un Parlement. Surtout dans le contexte que nous traversons. Honorable Alphonse Sopor, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints ce dimanche. Avec vous rapidement, on va évoquer également la une, cette fois-ci, du journal Le Jour, qui était là tout à l'heure, pour revenir sur la titraille cette semaine, qui a suscité d'ailleurs quelques colères au sein d'une certaine classe politique, où on parlait notamment du MRC, traqué au faciès. Que vous inspire cette une du journal d'Aman Mana cette semaine? D'abord, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour à tous les copanélistes. Merci madame pour votre gentillesse envers nous qui sommes de guerre. Et je dis bonjour à tous vos téléspectateurs qui nous regardent. Vous savez, moi, les journaux tels que vient de dire le président Bandakani, on les connaît déjà. Lorsqu'on prend tel titre, on sait de quoi est-ce que ce titre parlera. C'est comme les médias, c'est comme les chaînes de télévision, on les connaît. Donc, la titraille de ce journal, je l'ai lu aussi. Mais je constate que de plus en plus, le MRC, malheureusement, le MRC n'est pas là, de plus en plus, le MRC croit que le peuple, c'est le sien. C'est-à-dire, quand le MRC parle du peuple, c'est le sien. Il a un peuple. Tous les autres partis n'ont pas de peuple. Donc, c'est tout à fait normal quand le journal dit qu'il y a une certaine connotation. Moi, je ne trouve pas ça extraordinaire. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Lorsque vous les voyez faire campagne, je prends le cas, par exemple, de Makepe Misoke. Lorsque vous les voyez faire campagne, ils ne s'adressent pas à n'importe qui. Ils savent où entrer. Donc le journal dise c'est une traque à une certaine ethnie. Moi, ça ne me surprend pas. Mais lorsqu'on est sur le terrain, on les voit battre campagne. Vous comprenez où est-ce qu'ils vont? Qui sont leurs militants en majorité? Qui sont leurs militants en majorité? Donc ce n'est un secret pour personne. Et le MRC ne s'en cache pas. Le MRC le revendique. Le MRC revendique son peuple. Donc, et c'est tout à fait normal que ce peuple descende dans la rue et qu'on le traque. Je voulais rappeler aux téléspectateurs que ce dimanche, l'honorable Sop Lazare nous a effectivement indiqué qu'il sera des nôtres ce dimanche et en dernière minute, pour des raisons que nous avons du mal à comprendre, il n'est pas sur ce plateau ce dimanche. C'est pour le souci de ceux qui pensent que le débat sera déséquilibré ce dimanche. C'est important de vous le rappeler qu'effectivement le MRC était effectivement là à ce dimanche. Je voudrais qu'on ouvre rapidement le débat ce dimanche avec vous, maître Adeline Jongan, avec évidemment cette question des armées qui est évoquée par quelques tabloïds. L'Assemblée nationale peut-il ou doit-il véritablement inscrire la question anglophone à l'ordre du jour de la présente session? Peut-on le faire à l'heure où nous parlons? Je rappelle que votre formation politique est suffisamment claire sur la question.
l'urgence d'un dialogue s'impose, mais le préalable, évidemment, ce serait l'apaisement dans ces régions-là. Et le Parlement doit avoir sa responsabilité. Oui, nous pensons effectivement que le Parlement doit avoir sa responsabilité. Surtout qu'il faut encore l'indiquer très ouvertement. Le Parlement, lorsque les députés sont élus, ils sont élus par le peuple. Ils représentent ce peuple-là au Parlement. Et je pense que dans les deux régions, c'est-à-dire les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, ceux qui souffrent là-bas, ce sont nos frères. C'est une partie du peuple qui souffre. Donc je pense qu'il est essentiel même, il est impératif qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il est impératif aussi qu'on puisse mettre sur la table la question anglophone au Parlement. Parce que ces députés représentent le peuple. Si nous allons même jusqu'à la Chambre haute, même la Chambre haute qui est le Sénat, représente les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et autres, même ces communes, aujourd'hui ne fonctionnent pas. Alors que, en fait, le rôle premier de ces communes, c'est de promouvoir même le développement local. Parce que c'est ça le rôle de la décentralisation. Mais aujourd'hui, rien ne fonctionne. Et nous estimons qu'il est temps qu'on mette ce sujet sur la table et qu'on en parle. Et à cela, il faut saluer l'action du SDF il y a 2 ans, en 2017, où ils ont créé un blocus à l'Assemblée. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la crise anglophone est une réalité. Ces escalades sont nombreuses et je pense qu'il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est à travers un dialogue inclusif. Mais seulement s'il faudrait faire un dialogue inclusif et commencer par la démarche du Premier ministre, lorsqu'il a commencé, moi ça m'a intéressé, je me suis dit, ben, s'il va au nord-ouest, il va au sud-est, mais au sud-est, j'aurais attendu aussi que le Premier ministre commence par chez lui, parce qu'il est chef traditionnel. Et lorsqu'on est chef traditionnel et lorsque ça preuve dans la maison, on va d'abord vers les siens, on commence à calmer chez soi, afin de converger ailleurs. Et moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, la démarche, on a l'impression qu'elle n'est pas faite dans un franc jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve une solution à cette crise, parce que, quoi qu'on le dise, nous avons des frères qui meurent, et de plus en plus, qu'on l'accepte ou pas, de plus en plus, nous ressentons l'impact et les conséquences dans nos régions francophones. Donc la solution et le dialogue inclusif, c'est une nécessité et il faut qu'on y aille. Sa Majesté Patrick Ondondon, cette semaine également, on se questionnait, le jour notamment, se questionnait sur l'endroit où finalement serait passé ce dialogue. Le président Paul Biya parlait justement de l'ouverture des concertations dans un cadre républicain et selon quelques exégètes, le Parlement disposait de leviers capables d'inscrire des consultations sur cette fameuse question-là. Votre parti est ultra-majoritaire à l'Assemblée nationale. Émergent cette semaine disait que les parlementaires semblent avoir peur d'inscrire la question anglophone en débat lors des sessions. Quel est votre sentiment? Non, le problème du dialogue que nous voulons tous inclusif n'est pas à mettre à l'actif d'un simple événement ou d'un simple fait. Lorsqu'on parle de dialogue, on parle de deux personnes qui discutent et qui vont discuter pendant longtemps. Donc le dialogue dont nous parlons n'est pas un dialogue qui se situe en un temps déterminé. Non, c'est-à-dire que le dialogue commence par tous les moyens. Ça peut être le dialogue, ça peut être par la presse écrite, que les Camerounais se parlent entre eux. Ça peut être par la radio, que les gens se parlent entre eux. Ça peut être effectivement par la télévision, comme nous sommes là, que nous nous parlons entre nous. Et sous quelle forme ce dialogue était donc annoncé par le Premier ministre de Sa Majesté? Attendez, ça peut être également, ça peut être donc prolongé, ça peut être prolongé par une assise. Ça peut être prolongé par une assise et ça va continuer après les assises. En réalité, le dialogue peut se faire à plusieurs niveaux. Le dialogue au niveau local peut se faire dans une collectivité territoriale décentralisée. Voici la raison pour laquelle il était important, c'est que on ne comprenne pas qu'il était important que les élections municipales et régionales puissent avoir lieu, parce que ça allait donner l'occasion effectivement aux locaux, d'où qu'ils soient, n'est-ce pas, de se parler entre eux, de voir quelles sont les mesures les locaux peuvent proposer, n'est-ce pas, au pouvoir central, parce que ça fait partie du dialogue. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc ça commence au niveau du bas.
Ensuite, maintenant au niveau de l'Assemblée, vous avez évoqué l'Assemblée. L'Assemblée a souvent un agenda. L'Assemblée a pour rôle, attribution exclusivement, n'est-ce pas, voter, adopter les lois. Les problèmes... Et des propositions de loi, il faut aussi le dire. Voilà. Il y a des problèmes d'actualité. Aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît. Je vous relance. Aidez-nous à comprendre. Le Parlement, c'est quand même le RDPC dans une immense majorité. Certains parlent d'ailleurs de majorité obèse. Est-ce que les députés du RDPC ont peur de faire une proposition dans ce sens pour que ce débat soit inscrit? Ça fait 3 ans que ça dure. Vous avez peur du débat sur la question anglophone? Je suis en train d'arriver. Je dis donc que le Parlement, parce que le Parlement a des règles. Donc lorsque un problème doit être inscrit à l'ordre du jour, il faut d'abord dans un premier temps que la conférence des présidents, les différents groupes parlementaires puissent siéger, n'est-ce pas, avant qu'on mette ce point à l'ordre du jour. Donc lorsque c'est un problème effectivement crucial, on peut arriver effectivement par une procédure certainement exceptionnelle à mettre sur pied, n'est-ce pas, ce problème. Mais en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que le problème ne va pas concerner que le Parlement. Le débat ne va pas concerner que au niveau parlementaire. Le débat doit commencer effectivement à la base, entre frères et sœurs. Quel est l'avenir? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre? Qu'est-ce que nous voulons de notre devenir au niveau de notre commune, au niveau de notre région? Donc, c'est la raison pour laquelle le débat ne doit pas aller directement là-bas, mais le débat doit commencer à la base. Et ça, c'est les meilleures garanties, n'est-ce pas, du dialogue inclusif dont nous parlons. Je rappelle que cette émission, ce dimanche, comme tous les dimanches, a de l'interactivité. Vous pouvez donc réagir uniquement par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Bandakani, dans vos propos liminaires ce dimanche, vous parliez des mécanismes qui existent au niveau de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, Sa Majesté Patrick Ndondo indiquait qu'il y a la conférence des présidents, c'est connu effectivement, mais évidemment quand on regarde la coloration de cette conférence de présidents, on a le sentiment que rien sur cette question ne peut filtrer. Les députés ont une légitimité qu'ils ont acquis à partir d'une population, ils ont des comptes à rendre. Est-ce que ne serait-ce que pour le bon sens et au regard de la durée que prend et la tournure que prend cette crise-là, il n'était pas opportun pour cette conférence de présidents dont la coloration est essentiellement RDPCiste que l'on introduisa cette question anglophone en débat? C'est une façon de voir. C'est-à-dire que quand les populations ou des forces politiques demandent qu'on inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée la question de la crise dans les 2 régions, ils sont dans leur rôle. Mais nous parlons du Parlement. C'est-à-dire que les députés s'expriment à titre personnel. Ils en parlent tous les jours dans leur circonscription. Ils prennent des initiatives, chacun, à ce qui le concerne, indépendamment de sa formation politique. Mais quand vous parlez du Parlement, vous parlez de l'institution qu'on appelle le Parlement. Ce n'est pas n'importe quelle institution dans le pays. C'est là où on vote les lois. Et ça va nous renvoyer à d'autres lois paramètres importants. Lorsqu'on parle de la crise anglophone, il faut bien comprendre que chacun n'analyse pas cette crise de la même manière. Quand vous savez du SIF comme maître, et ces 2 régions-là sont très importantes pour le parti qu'on appelle le SIF, vous n'abordez pas ça de la même manière que le RDPC par exemple, que l'UPC ou d'autres forces politiques. Nous ne lisons pas ça de la même manière. La manière dont le SIF pose la crise, ou bien d'autres partis posent la crise, on ne lit pas ça de la même manière. Au Parlement, on vote les lois. Vous vous rendez compte qu'une institution qui est garante de la législature dans le pays, il y a une crise où, essentiellement, la loi n'existe plus. C'est-à-dire les gens décident qu'il n'y a plus de loi dans un pays. Mettez-vous à la place du Parlement en tant qu'institution. C'est-à-dire que vous allez prendre une affaire, mettez sur la table où les gens, où les motivations des gens n'ont aucune base légale, où leurs motivations, c'est-à-dire que sont à la limite, avec les éléments que nous avons aujourd'hui, inacceptables du point de vue institutionnel, pour rester poli. Donc c'est quand même compliqué. C'est-à-dire, parce que le Parlement vote les lois dans un pays. Et le Parlement ne peut pas être la première institution à encourager qu'on viole les lois. C'est comme ça que moi je lis ça. Mais maintenant, ça n'empêche pas, si les parlementaires décident d'en parler, ils sont dans leur rôle. Mais je vous ai dit, quand on parle du Parlement dans un pays, il y a l'institution, mais il y a l'organisation de l'institution. Le Parlement est dominé par le RDPC, vous avez dit. Le président du RDPC est en même temps président de la République du Cameroun. C'est lui qui gère ce dossier. Vous voyez donc qu'il y a un problème de cohérence institutionnelle qui doit être garanti. Pour que le fonctionnement de l'État continue à être crédible. On est quand même un pays qui est un acteur international. Il faut que cette cohérence soit maintenue. Quand le président est en train de gérer un dossier sensible comme celui-là, vous croyez que de façon intempestive, il revient au président du Parlement, qui est membre de son parti, n'est-ce pas,
si c'était le cas, je dis bien si c'était le cas, d'aller dans une démarche où il n'y aurait pas, parlons comme ça, une cohérence avec le pouvoir exécutif. Ce qui est contraire, n'est-ce pas, aux traditions parlementaristes de notre pays. On sait très bien que le Parlement camerounais, c'est la cohérence entre l'exécutif et le législatif. C'est une coutume, c'est une tradition. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire constamment, mais le fait, il est là. Donc moi, je pense que cette affaire-là, il ne faut pas que les démarches politiciennes, les dynamiques politiciennes pèsent sur le solutionnement de cette crise. Il y a trop de surenchères politiciennes dans cette affaire. Et des partis politiques encouragent ce qu'ils n'accepteraient jamais s'ils sont au pouvoir, pour certaines forces politiques. On ne peut pas vous lever le matin parce que vous dites que vous êtes marginalisé, vous organisez la guerre dans un pays. Parce que le sentiment de marginalisation, ce n'est qu'un sentiment, il est subjectif. Il est subjectif. Ça, il faut le dire de façon rigoureuse. Hein. C'est-à-dire, quand je pense que je suis marginalisé, d'autres peuvent penser qu'ils sont marginalisés plus que moi. D'autres peuvent estimer que votre marginalisation n'est pas supérieure à la leur. C'est parce que vous avez une langue internationale qui vous permet de mobiliser à l'international, que vous croyez que vos revendications sont plus légitimes que celles des autres, au point où la République n'existe plus, c'est la partition du pays, et on impose ça. Il faut que les acteurs politiques aient le courage, n'est-ce pas, de faire de la pédagogie politique pour que nous comprenions que la loi, c'est la loi, et qu'il y a des règles dans un pays. Il y a des règles écrites, il y a ce qu'on appelle l'élégance politique, il y a ce qu'on appelle l'élégance sociale, qui nous invite, n'est-ce pas, à faire attention quand nous avons certaines démarches. Je terminerai en disant que aucune force politique au Cameroun ne peut plus dire aujourd'hui qui ne connaît pas ce qui se passe derrière cette affaire. Aucune force politique. On sait très bien que cette affaire-là, les enjeux étrangers sont au cœur de cette affaire. Tout le monde connaît. On connaît très bien les alliances qu'il y a entre ces meneurs et des groupes et des lobbies économiques. On connaît les sénateurs américains qui encadrent ça au Congrès et partout. On connaît. Donc, chaque force politique doit se prononcer en connaissance de cause. Est-ce que moi, en tant que parti politique, je dois encourager une démarche où des compatriotes affiliés à des lobbies sont dans une démarche qui ne va pas dans l'intérêt de mon pays. Surtout que j'ai des exemples ailleurs. C'est le même groupe qui était au Soudan. On a vu ce que ça a donné. Et ils sont en train d'opérer ailleurs. Est-ce que moi, en tant qu'homme politique, je n'ai pas un devoir de pédagogie pour dire que, même si ma position est impopulaire, je ne peux pas accepter ça. On a vu ce qui s'est passé avec les dynamiques au niveau de l'ONU, où des Camerounais, les forces politiques appellent ouvertement l'intervention étrangère dans leur pays. On va où? Et mettez voir la place du Parlement. Les gens disent que non, venez intervenir. Étrangers, venez intervenir. Les gens demandent que les gens disent que leur pays n'existe plus. Ce n'est plus un État. Il n'y a plus rien au Cameroun. Venez intervenir. Venez nous le mettre sur tutelle. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se ressaisisse. Honorable Alphonse Sokov, tout à l'heure, Bandakani parlait de pédagogie. J'aimerais qu'on fasse un peu de pédagogie sur le fonctionnement du Sénat au Cameroun. On sait que le Sénat a la capacité d'examiner et d'adopter des projets de loi émanant de l'exécutif, mais également le Parlement du Cameroun a également ce pouvoir d'initier des propositions de loi. Est-ce que sur la question anglophone, vous qui avez siégé là-bas en tant que parlementaire, est-ce que vous avez le sentiment que la question anglophone remet désormais la problématique d'un Parlement que l'on considère comme une caisse de résonance? Est-ce qu'on n'a pas, à travers cette session, la belle preuve que le Parlement au Cameroun est capable de se saisir de ce type de dossier, alors que dans ses missions, elle peut initier effectivement des propositions de loi dans ce sens-là? Vous savez, même quand nous étions au Parlement, on disait déjà que c'est une caisse de résonance. Donc, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui. Et certains nous ont remplacés. Nous avions donc pensé que ce ne serait plus une caisse de résonance. Et puis, finalement, nous nous sommes rendus compte que c'était encore pire. Bon, donc c'est pour vous dire, déjà, c'est un faux débat. Le Parlement, c'est un abus de langage. C'est vrai, c'est une institution. Elle est là. Tout le monde sait que dans notre constitution, il y a un Parlement. Mais quand on dit Parlement, on a l'impression d'avoir, si vous voulez, un groupe homogène qui, à tout moment, peut prendre une décision. On a l'impression d'avoir un groupe homogène. Or, le Parlement, ce sont en réalité des petites chambres composées par des élus des partis politiques. Et ça, on l'oublie. C'est-à-dire, on voudrait toujours que le Parlement doit se prononcer, et je vois mal comment les députés du RDPC, le président du RDPC a dit « je ne discute pas de la forme de l'État ». Et les députés du RDPC remettent cette question en débat. Comprenons-nous. Comprenons-nous. À partir de ce moment, quand on dit le Parlement, il est là.
Il existe, c'est une institution, mais en même temps, ce sont des groupes qui envoient leurs représentants au sein de ce Parlement. C'était pour reprendre l'expression qui est chère à certains, le Parlement est composé des petits peuples. Ce n'est plus le peuple, comme nous disons le peuple. Non, il y a le peuple du RDPC, il y a le peuple du SDF, il y a le peuple de l'UPC, il y a le peuple de l'UNDP, il y a. Et chaque fois qu'il faut discuter une question centrale telle que celle-ci, la crise, chaque petit peuple se réunit en son sein et discute de la question et a une position. Donc ne pensez pas que le Parlement aura une position unique. Sur des problèmes nationaux, parfois vous trouvez évidemment que là il y a une position unique. Mais il y a des positions pour lesquelles, si votre président a déjà tracé la ligne, le cap est tracé, mais vous toujours suivez le cap. Vous ne pouvez pas demander aux députés, surtout le président Kavayegue Djibril, de revenir sur ce que son président a dit, de revenir sur la ligne maîtresse du RDPC. Parce qu'en réalité, le président l'a dit, mais c'est la ligne maîtresse du RDPC. Le RDPC dit, nous pouvons discuter, mais nous ne touchons pas à la forme de l'État. D'abord, c'est d'abord ça. Deuxièmement, je crois que nous faisons tous fausse route. Nous disons dialogue. Oui, nous sommes d'accord. Il faut un dialogue. Mais nous ne voyons pas tous le dialogue de la même façon. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez suivi la sortie d'Ayoub Tabé après ce que le Premier ministre a fait. Il a dit, il y a la République et il y a les sécessionnistes. C'était il y a l'Ambazonie. Ayoub Tabé l'a dit. À partir de ce moment, qui va discuter avec qui? Est-ce que c'est la République? Est-ce que avec l'Ambazonie, est-ce que, comme j'entends tout le monde dire, chacun s'est même déjà invité au dialogue, nous parlerons de la conférence nationale souveraine. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Donc, vous voyez qu'à partir de là, rien n'est encore défini. Nous-mêmes, nous donnons de fausses pistes. Donc, nous donnons des fausses pistes qui, en réalité, ne favorisent pas le dialogue. Parce que nous voulons bien discuter, nous voulons qu'il y ait dialogue. Mais est-ce que ce sera entre la République, qu'ils appellent, dont le président Biya, qui n'est plus leur président, et l'Ambazonie. Et le dialogue doit se passer où? À l'extérieur, pas au Cameroun. Donc, nous mélangeons beaucoup de choses. Il faudrait que tout cela soit d'abord bien défini. Et si nous allons le définir, moi j'ai eu des difficultés un jour avec, sur un plateau, avec un représentant de cette partie. Parce que je lui ai posé la question. Maintenant donc, qui sera votre représentant? Il dit, ils vont se prononcer. Il qui ne représente pas le peuple anglophone. Il qui. C'est-à-dire ils vont s'asseoir. Qui va s'asseoir et choisir des représentants? On sait comment on choisit des représentants. Même dans nos chefferies, nous savons comment on choisit des notables. Ils vont donc discuter. Il qui. J'ai essayé d'avancer le nom de Agbo. Ils me disent, maintenant, ils ne représentent personne. Mais finalement, qui va donc représenter qui? Cette phase est différente de ce que nous avons connu par la tripartite. Parce que la tripartite, il y avait une coordination des partis de l'opposition. Donc, le pouvoir savait à qui s'adresser. Mais si vous avez des gens qui sortent de nulle part et qui vous disent, moi je parle au nom du peuple, moi je parle au nom de ceci, des ONG qu'on n'a jamais vues dans ce pays, aujourd'hui se définissent pour être présents au dialogue. Mais le dialogue sur quoi? Le dialogue d'abord sur quoi? Sur quel problème? Sur les difficultés d'acheminer les produits d'un village à un autre, que nous tous nous connaissons dans nos villages. Le dialogue donne sur quoi? Sur la liberté des anglophones. Mais moi, si j'aimerais être libre, peut-être que je ne suis pas libre. Le dialogue donne sur quoi? Il faudrait, vous voyez, c'est tout un processus. Il faudrait définir tout cela avant d'arriver à ce dialogue. Dans le Parlement, ne vous attendez pas à ce que le Parlement prenne une position unique. Ce ne sera pas possible. Et si c'est la démocratie, il y aura vote au Parlement et ça ne passera jamais. Alors, Maître Adeline Diongoy, il y a visiblement un blocage au niveau du Parlement. Je rappelle que votre formation politique indiquait très clairement pour saluer la pression internationale qui semble avoir fait bouger les lignes au niveau du Cameroun, mais certains journaux semblaient indiquer que le SDF face finalement ce blocage-là était favorable à une présence étrangère ou une intervention étrangère au Cameroun. Est-ce que c'est le cas de votre parti politique face
aux tensions perceptibles dans ces régions-là? Non, il ne faudrait pas que les gens lisent entre les lignes et se fassent des idées. Nous pensons à SDF, et ça, depuis 2017, qu'il faut discuter de cette crise, même s'il faut aller vers des potentiels, parce que des potentiels anglophones qui sont connus, parce que quoi qu'on le dise, même ce que le cardinal Toumi a voulu organiser, la Anglophone Conference, ça il est connu, et je pense que quoi qu'on le veuille ou quoi qu'on le fasse, il y a au moins des élites anglophones qui sont connues et qui peuvent, avec qui on peut discuter, avec qui peuvent se porter quand même garant ou porte-parole de ces communautés anglophones, et des personnes assez crédibles avec qui on peut discuter. Et à un moment donné, nous, au SDF, nous avons eu le sentiment depuis 2017, après le blocus à l'Assemblée, que en fait, les gens font tout pour être sourds et personne ne va avancer. Parce que ce qui nous embête un peu avec le gouvernement, c'est que lorsque vous voyez le Premier ministre qui fait une sortie, il fait une visite dans les deux régions, il prend une position. Et vous avez le ministre de l'AT aussi qui sort, il prend une autre position. Parfois, on a l'impression qu'à un moment, on s'amusait avec les Camerounais, on s'amusait avec des vies. Personne n'a voulu cette crise. C'est vrai. Non, Didi, personne de nous. Ils ont la même position. Non. Ils n'ont pas des positions opposées. Non. C'est que... Non, ils n'ont pas la même position. Parce qu'à un moment donné, lorsque le Premier ministre, par exemple, avance dans sa manière de faire, dans sa logique, lui, le ministre a tant dit. Lui, c'est qu'il montre qu'il a un ton tranché, un ton rigoureux. On n'en a pas besoin en ce moment. Je dis, on n'en a pas besoin. Et je pense que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, si on n'arrête pas ce massacre, on va tout droit au mieux, parce que, quoi qu'on dise, les populations aujourd'hui sont carrément déplacées, d'autres même sont devenus des réfugiés, et les escalades vont de pire en pire. Ça veut dire que... Mais vous qualifiez quasiment la situation, vous qualifiez cette situation de désastreuse. Vous allez même jusqu'à parler de fameuses guerres civiles. Est-ce que ce n'était pas excessif? Non, ce n'est pas excessif. Quand aujourd'hui on commence à trouver, plus aujourd'hui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, même dans votre maison, personne ne peut dire qu'il reste chez lui sereinement et qu'il reste avec confiance. Ça veut dire que pendant que toi tu dors dans la nuit, même en journée, les gens ne sont même pas aptes à rester. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours, les gens partent. Je veux vous dire, l'autre jour j'ai fait quand même l'expérience encore de repartir dans ces zones. Vous quittez ici, vous arrivez vous arrivez jusque dans la zone de Mouyouka pour vous traverser pour aller à Kumba. À un moment donné, vous trouvez un poste de police. À un autre endroit, vous trouvez un poste des ambazoniens. Et chacun fait le contrôle. Et ça veut dire qu'à des distances, chacun fait son contrôle. À un moment donné, vraiment, je crois que nous sommes dans un état où tout va à la renverse quand même. Vous réagissez, Majesté. À tous les postes, vous avez cette police après ambazonienne. Vous, quand vous avancez, vous avez police ambazonienne. Ça veut dire que, à quelques kilomètres, ça veut dire qu'à un moment donné, on a créé ce nom-là et puis chacun vit là-dedans et on vit comme ça. C'est même dangereux. C'est dangereux. Réagissez en répondant à la question suivante. Réagissez peut-être au propos de maître Adeline Diongan, mais en réagissant à cette question, évidemment, le SDF dans ses analyses, ses investigations, qualifie désormais la situation de véritable guerre civile dans ces régions-là. Je voudrais simplement savoir s'il y a une frontière entre la discipline du parti et l'exigence d'un débat sur cette question par des parlementaires dont la légitimité est conférée par le peuple. Non, je voulais dire deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de dissension dans la ligne, n'est-ce pas, dans la ligne de la gestion de cette crise entre le Premier ministre, qui est le médiateur de la République, parce qu'il faut le comprendre, le Premier ministre, c'est vraiment le médiateur. Un poste qui existe de manière latente, mais qui appartient au Premier ministre. Donc, c'est au Premier ministre d'enlever, n'est-ce pas, lorsqu'il y a problème, d'intervenir pour régler, pour dérégler, n'est-ce pas, les petits problèmes qui se posent. C'est tout à fait normal. Alors,
le ministre de l'AT, donc M. Atangadji, il a juste fait une précision de pensée. Et ça va tous dans le même sens. Le Premier ministre a dit, bon, on discute de tout sauf de la forme de l'État. Le MINET a également dit, oui, la forme de l'État ne peut pas changer, mais on peut discuter de beaucoup de choses. Il a eu le temps de repriser sa pensée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, oui, Madame Maître a effectivement évoqué que lorsque vous allez dans la zone à problème, que vous allez rencontrer certainement vous rencontrez des barrages des militaires et plus tard, des barrages amazoniens. Il ne faut pas, vous ne pouvez pas pousser, vous ne pouvez pas pousser, et c'est ça que nous évitons depuis. On n'a pas mobilisé l'armée pour éradiquer complètement, ça ne peut pas coûter à deux jours à l'armée camerounaise d'éradiquer complètement ce qui se passe. Ça ne peut pas coûter 2 jours à l'armée camerounaise d'éradiquer complètement ce qui se passe là-bas, mais c'est parce que nous sommes Camerounais, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas massacrer. Oui, le président Paul Biya ne veut pas qu'il y ait effectivement, n'est-ce pas, des massacres. C'est pour cela que nous jouons la tempérance. Donc il ne faut donc pas que par les discours alarmistes et alarmants, on pousse effectivement les gens à réagir. Non, nous n'allons pas tomber dans ce genre de piège. Nous savons que c'est des pièges que fomentent les opposants pour nous pousser à ce qu'ils attendent depuis. Est-ce que vous députés, Sa Majesté, est-ce que vos députés sont muselés? Je rappelle que pour être député, on connaît à peu près le mécanisme. Il faut être investi par une formation politique. Au sein de votre chapelle politique, vous avez une sorte de discipline, mais on a une question désormais de portée nationale. Les députés sont des élus du peuple. Est-ce qu'ils peuvent prendre leurs responsabilités en tenant compte de cette fameuse discipline du parti? Est-ce que la discipline du RDPC empêche aux parlementaires de votre formation politique d'ouvrir au moins le débat sur cette question? Non, je vous ai dit, je vous ai fait comprendre, et il faut effectivement, vous les responsables des organes de presse, que vous puissiez, n'est-ce pas, faciliter un certain nombre de choses. Le dialogue dont on parle, le dialogue inclusif dont on parle, ne peut pas se faire seulement au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale. Le dialogue, quand il commence, le dialogue doit commencer au niveau local. Je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez quel cadre au niveau local qui est nous avons le cadre de la région, nous avons le cadre de la collectivité. Il n'y a aucune région qui est mise sur pied pour l'heure. Oui, c'est pour cela que nous pensons effectivement que dans le dialogue, le passage aux élections fait partie du dialogue. Parce que lorsqu'on arrive à faire des élections, le moment des élections, c'est un moment de dialogue entre ceux qui veulent se faire élire et le peuple. Donc il faut attendre les prochaines séances électorales pour trouver une solution à la crise. Non, ça fait partie du dialogue. C'est pour ça que je vous ai dit que le dialogue n'est pas qu'un simple événement. Le dialogue est un processus. Le dialogue n'est pas qu'un simple événement ou une assise et tout ça. Non, le dialogue est un processus. Et je vous ai dit que le dialogue commence effectivement au niveau local et que le dialogue concerne effectivement tout le monde. Vous comprenez? Bandakani, le SDF parle de guerre civile dans ces régions-là. Le gouvernement de la République parle de conflits insurrectionnels. Vous parlez des étrangers ou des mains étrangères tapis dans l'homme qui souhaitent la déstabilisation du Cameroun. Finalement, on a droit à quoi dans cette région? Non, il y a entre ce qu'on dit et ce qui est réel, chacun peut voir. Qui peut aujourd'hui faire son plan de ne pas voir ce qui se passe là-bas? Qui? Puisque ceux qui le font ne le cachent même pas. Le Pakistanais américain, pakistanais, et ceux se cachent. Zulfikar, ils ne se cachent pas. Les sénateurs américains se cachent. Pourquoi est-ce qu'on fait comme si... Vous avez vu ça où? C'est ça. Et je voulais ajouter quel pays? Ça a été le président Bandakani. Nous nous sommes retrouvés de cela quelques mois ici, sur le même plateau. Et le président Bandakani le qualifiait de chiffon. Le rapport fait par International. Il avait absolument raison. Je lui avais dit mais à la longue, il a fini par avoir raison que c'est des groupes et des lobbies qui cherchent à tout près à dépasser le Cameroun. Et nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, pactiser avec ce genre de choses. Et puis c'est pour cela que nous condamnons avec fermeté et dernière énergie tous les partis politiques camerounais qui pactisent avec les étrangers, qui sont considérés comme des traîtres. Président Bandakani. Et donc aujourd'hui, personne ne peut plus dire qu'il ne connaît pas. Au début de la crise, complexe finalement. Non, elle n'est pas complexe. C'est un schéma qui a été expérimenté ailleurs. Même aujourd'hui au Ghana, qui était un pays tranquille, on a couvert le pétrole dans 2 régions. Il y a une sécession qui a commencé à jaillir là-bas. Dès que le gouvernement a dit je ne parle pas au FMI et consomme, le pétrole, on lui a collé une succession, le Togoland. C'est un schéma classique que tout le monde connaît. Le drame, c'est que dans nos pays, des forces politiques roulent toutes pour l'étranger. Ils ont des lobbies étrangers.
sur lesquels ils s'appuient, elles veulent s'appuyer pour définir les démarches politiques. C'est ça qui est inacceptable. Qu'on ait des alliances à l'étranger, qu'on ait des partenariats, c'est normal dans la vie politique. Mais construire la prise du pouvoir sur la base du mercenariat avec le biais étranger, c'est inacceptable. D'ailleurs, le statut des partis politiques l'interdit. Il faut lire la loi sur les partis politiques. Ça interdit ça de façon claire. Moi, je dis les partis le disent ouvertement. Ça pose quand même un problème, les partis le disent ouvertement. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Le développement de la crise, aujourd'hui, avec les dynamiques de banditisme primaire que l'on voit là-bas, tout ça est consort, et sa réalité elle-même. Je ne vais pas revenir ce qu'il a dit. On allume par le feu, on va jouer, on vient dire qu'on va l'éteindre. Moi, je suis obligé de contredire ma bien-aimée Adini Djonga. Le SDF en tant que parti, avant que la crise ne déclenche, le SDF était au Parlement depuis combien d'années? Ils ont déjà posé un juste à au Parlement. Vous avez parlé tout à l'heure des mécanismes, ça Non, va jamais prospérer. pas- Vous savez très bien que non, vous avez vous- parlé de la non, non, conférence non, écoutez. de présidents qui valident Écoutez. les sujets qui sont en Écoutez. débat et le Non, non, RDPC non. est représenté là-bas Non. de manière... C'est un parti qui fait des coups de classe spectaculaires chaque fois à l'Assemblée. Ils auraient pu en faire sur la crise anglophone, même 10 fois, depuis qu'ils sont au Parlement. Ils ne l'ont jamais fait. Non, on en a fait en 2017. J'ai dit, mais ça avait commencé. Oui, mais on en Ça va- a non, je suis en train de fait. dire- La crise anglophone a commencé en 2016. Maître. Oui, mais donnons tous ces dates. Maître. 2016, ça fait 3 ans. Je peux me laisser continuer. Allez-y, M. Mandakali. J'ai dit avant le déclenchement de la crise, ce que vous appelez problème anglophone existait d'après même vos archives. Ça existait. Vous n'avez jamais pris position dessus. Un. Deux. Pendant ce temps, vous vous entendez avec les gens du LPC pour demander que vos conditions de traitement s'améliorent. Et là, il y a l'unité au Parlement. Ce sont des faits. Est-ce que tu vois mieux ça? C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de mécanisme, hein, M. Sanjo. Quand il s'agit d'augmenter leurs privilèges, il n'y a pas de mécanisme qui bloque. Ils font bloc. On a vu ça à l'Assemblée au moins 3 fois. Au moins, ce sont des faits. Je ne vais pas vous critiquer pour le plaisir. Je donne des faits. Pour dire que, vous voyez que dans cette affaire, il y a la démarche des partis, la démarche partisane et les enjeux réels de la crise. Le sort des populations qu'elle soulève, c'est vrai. Mais c'est vous qui leur avez dit que voilà, ça va marcher dans 6 mois, ils auront leur état. C'est vous qui leur avez dit ça. Quand on disait que ça ne marcherait pas sur ce plateau, vous les attaquiez à l'époque. Vous les avez poussés dans une voie sans issue. Et maintenant, vous faites comme si vous avez beaucoup butché les populations. Il fallait commencer à le dire au départ que l'affaire là, ça va finir comme ça. Nous, on l'a fait, quitte à être impopulaire. On assume ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire, d'un côté, les erreurs de l'État sont établies, c'est clair, puis débat dessus. Mais d'autres fois politiques, qu'est-ce qu'on a fait pour dire aux gens que l'affaire-ci ne marchera pas? Parce que les dynamiques internationales sont complexes. Vous ne les maîtrisez pas plus que l'État du Cameroun. Ça débouche à cela aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand des partis politiques ouvertement appellent l'étranger, on a vu le modèle là-haut dans le monde, c'est Sanjo. Vous prenez la crise aux Corses. Vous avez vu les Français ou bien les Corses appeler l'étranger qui venait régulièrement à faire la Syrie? Vous avez vu quelle institution internationale prend l'affaire de la Corse en charge? C'est ça de guerre là-bas, entre les Français et les Corses. Vous prenez la crise, la guerre civile entre l'Irlande et l'Angleterre. Il y a eu quelle institution? L'ONU a parlé de ça un jour. Il n'y a pas de droit de l'homme là-bas, il n'y a pas de gens qui vont là-bas, par milliers. Il y a combien de morts dans le conflit irlando-anglais? Il y a combien de morts? Vous avez vu quelle institution, quelle ONG a parlé de ça? Vous prenez l'affaire catalan, qui vient de terminer. Vous voulez la position de l'Union européenne? Dans son ensemble, nous soutenons derrière l'Espagne pour son unité. Il y a eu combien de morts là-bas? Il y a eu la répression militaire là-bas, de la police. Elle était violente. Et le leader de ce Parlement, qui a été élu, puis Dieu monde, il est sans nation aujourd'hui. Il a perdu ses droits. Donc, vous voulez qu'on cite quoi? Il y a plein d'exemples pour dire que on ne comprend pas ce genre de choses où les gens profitent d'une pour dire que non, mettons notre pays sur tutelle. C'est pour la politique, ça? C'est un problème sérieux. Le président a dit, c'est le chef de l'État du Cameroun, déposer les armes. Il n'a pas été écouté. Ils n'ont pas déposé les armes. C'est parce que le président connaît très bien les pièges qu'on tend à l'international qu'il gère ça comme un père en évitant la répression azimut. C'est-à-dire qu'on tue une mouche, on dit que l'État réprime. Alors que l'État est dans son rôle régalien. On dit que non, l'État réprime. Si l'État voulait réprimer ça, il y a une amende amazonienne. On le liquide dans 3 jours. C'est terminé. Mais les mêmes défenseurs des droits de l'homme, avec les alliés partisans à l'intérieur, vont dire que non, c'est un génocide, machin et consort. Venez intervenir. Ce n'est pas ça la politique de mon point de vue. Ce n'est pas ça la conception qu'on a d'un pays. Il faut qu'on soit sérieux. Quand on me parle du cardinal Toumi, celui-là, quelle crédibilité? Ce monsieur. Il a quelle crédibilité, le cardinal? Quel divise le Cameroun en deux? Il est cardinal de quoi pour dire quoi?
C'est un homme politique. À partir de ce moment-là, sur l'autorité morale, ça vole en l'air. Donc, moi j'ai apprécié que votre président dise qu'il peut être médiateur. C'est même encore mieux le président Frondi. Non, mais le cardinal Toum ne peut pas être médiateur dans cette affaire. Parce qu'il est partisan, il n'a plus aucune autorité morale. De par ses positions qu'il a. Je le dis et je l'assume, je ne me cache pas. Pas les positions qu'il a prises depuis très longtemps. Nous, on ne peut pas considérer le cardinal comme l'autorité morale dans ce pays. C'est terminé depuis très longtemps pour Oui, nous. président. Alors, oui, je termine. Aziz Chuté, pour que vous ayez votre temps de parole. Je termine. Oui, allez-y. Le SDF a demandé, entre autres, un gouvernement de transition. J'ai lu dans un journal, je peux citer. Tout à fait. Ça fait partie des résolutions du Bon, d'ailleurs. vous voyez donc que les enjeux sont clairs. Il y a des gens qui veulent faire un coup d'État déguisé. Et c'est qu'il y a la crise anglophone. Si on dit qu'il n'y a plus de loi dans ce pays, que chacun tire les conséquences, que maître, qui est une grande avocate, n'a plus plaidé devant les cours, les instances. La loi, c'est partout. Il y a la loi dans ce pays. Est-ce qu'on reconnaît ça? Est-ce qu'on sait qu'il y a une constitution dans ce pays, il y a une loi qui profite à tout le monde? Pour qu'on dise qu'il n'y a plus de loi. Gouvernement de transition avec l'intervention étrangère. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse. Honorable Alphonse Sofort, avant que vous réagissiez certainement, Maître Adeline Diongon, sur les propos des deux panélistes précédents. Tout à l'heure, Sa Majesté Patrick Ondondon parlait d'un processus de ce dialogue-là, indiquant qu'on devrait commencer au niveau local. Évidemment, au niveau local dit évidemment la tenue des élections régionales. Est-ce qu'on devrait, dans une projection, dire que ce processus devrait débuter logiquement avec, au lendemain des prochaines échéances électorales? Donc il faut encore attendre les régionales, les municipales et tout naturellement les élections législatives. Vous savez, nous sommes tous dans des propositions, hein, mais le maître de cette affaire, c'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est lui seul qui connaît qui sera médiateur. C'est lui seul qui certainement sait comment seront définis les différents thèmes de ce fameux dialogue. C'est lui qui sait avec qui organiser un dialogue pareil. Je souligne en passant que la candidature d'Onfundi à ce poste de médiateur a déjà été refusée par les ambazoniens. Vous ne voulez pas en parler? Non, non, ils ont dit que non, eux, ils ne veulent pas d'Onfundi. Fundi ne représente rien chez eux. Qui eux-mêmes sont divisés. Hein. Voilà. Désormais, un conseil de restauration. Bon, donc vous voyez donc, vous voyez donc dialoguer avec qui? Ça revient. Parce que voilà, un homme politique. Entre les bandits. Oui, voilà un homme politique connu de tous, respecté, qui dit je me porte garant. Et les autres lui disent toi tu ne représentes rien ici. Finalement, qui sera le médiateur? Avec qui faut-il dialoguer? Vous comprenez que tout ça, ça complique les choses. Et finalement, moi je suis même convaincu que même après les élections dont parle Sa Majesté, il n'y aura pas de dialogue. Même après ces élections, il n'y aura pas de dialogue. Donc, je voudrais revenir sur la position du SDF à l'Assemblée. Moi, c'est une position que j'ai toujours trouvée ambiguë. Ambiguë. Le SDF est arrivé avec 44 députés. Le SDF n'a posé aucun problème. Quand nous étions à l'Assemblée, nous étions opposés, je prends un exemple comme ça, à la privatisation de la SONEL, à la privatisation de la SNEC, à la privatisation de tout ce que nous avons suivi par la suite. Mais dès que le SDF est arrivé, on a tout privatisé. Alors je me suis posé des questions. Mais le SDF est-il là pour défendre les intérêts de la nation ou alors pour défendre ses propres positions? Et on voit que le SDF même n'a pas de position propre. Parce que je ne pouvais pas comprendre, et ça je ne peux jamais le comprendre, qu'un parti tel que le SDF, qui contrôle les deux régions dont nous parlons, n'ait pas pu discipliner les belligérants là-bas. N'ait pas pu discipliner les belligérants. Au contraire, on est même arrivé au niveau où on enlevait les membres du SDF.
partir de ce moment, je comprends pourquoi les Ayou disent que, les maîtres fous disent que Mfroundi ne représente rien chez eux. Alors, si vous ne représentez donc rien, pourquoi est-ce que vous vous émoustoufflez à dire tout le temps, oui, dialoguons, dialoguons. Vous allez dialoguer avec qui? Vous-même, on vous entend, on ne veut pas vous comprendre là-bas, on ne veut même pas vous voir. Finalement, le dialogue que vous prenez ici, là, ce sera avec qui? Le problème se pose. Si c'est avec Ayoub Tabé, qui est ambazonnier, puisque vous dites qu'il faut sortir, il faut libérer tous les prisonniers politiques. Tout le monde. Il faut les libérer. Si c'est avec Ayoub Tabé a déjà posé ses conditions. Il ne s'agit pas d'un dialogue entre Camerounais. Il s'agit d'un dialogue entre deux pays. La République Et l'Ambazonie. Il a posé ses conditions, c'est clair. Et nous, tous les jours, nous sommes sur les plateaux de télévision, nous nous éprouvons. Il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer. Entendons-nous d'abord sur avec qui dialoguer. À partir de ce moment, nous allons définir les termes de référence. Vous comprenez? Mais tant que nous ne verrons pas avec qui dialoguer, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Maître Adeline Djongan, vous avez son temps de parole. Est-ce que le SDF joue un jeu dangereux dans cette crise-là? Effectivement, vous avez pris part aux élections d'octobre 2018. On a d'ailleurs vu votre candidat qui saluait la victoire du président de la République, Paul Biya. Et lorsque vous parlez justement d'un gouvernement de transition au Cameroun, dans le cadre de cette crise-là, cela veut dire quoi exactement? Le SDF tire dans tous les sens? Non, le SDF ne tire pas dans tous les sens. Et puis je veux commencer d'abord par répondre, parce qu'on a commencé avec le problème des élections, afin d'embrayer sur tout ce qu'on a dit. Quand on dit aujourd'hui qu'il faut aller aux élections, les différentes élections locales, et que cela pourra apporter une solution à la crise, nous faisons faux. Nous faisons faux parce qu'aujourd'hui, à l'état actuel, si on va aller aux élections, nous n'aurons que des élections de manière libre, dans certaines régions même francophones. Dans les deux régions anglophones, personne ne peut aller aux élections à l'état actuel. Même le Premier ministre, lors des présidentielles, n'a pas pu aller voter au coup, chez lui. On est obligé de le faire voter à Bamenda, dans la maison. Parce que lui-même, avec tout un cortège, il est souvent très bien protégé, mais avec son escorte, il n'a pas pu traverser pour aller à Oko. Ça veut dire qu'en l'état actuel, on ne peut même pas faire des élections. On va faire des élections avec qui? Aujourd'hui, si on appelle les élections municipales et législatives, les populations ne sont même plus là. On fera des élections avec qui dans ces deux régions? Donc, il y a un réel problème de sécurité dans ces deux régions. Alors, s'agissant des jeux troubles, des prétendus jeux troubles, moi, je voudrais dire, lorsqu'on dit que le SDF avait 44 députés, mais je voudrais aussi savoir, l'Assemblée nationale camerounaise comporte 180 sièges. Avec les 44 députés, qu'est-ce que le SDF pouvait faire pour bloquer? Parce que comme on le dit, même l'UPC aussi à son temps a fait aussi ses beaux jours à l'Assemblée. Mais l'UPC aussi a été souvent le premier à être dans la majorité présidentielle du président de la République. Et c'est souvent joué à cette majorité présidentielle et n'a rien fait pour rien empêcher. Donc les 44 députés du SDF ne pourront rien changer. Comme aujourd'hui, nous n'en avons que 15 qui restent. Parce que oui, Barmem est parti, et Edimo a démissionné, et Banazem est décédé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons créer, quoi qu'on fasse, on pourra seulement faire des actions, comme on dit, actions éclatantes, mais en définitive, on ne pourra en rien empêcher le RDPC de continuer. Et sur ce, je voudrais dire, lorsqu'on dit que la crise anglophone, que ces anglophones ne reconnaissent pas Foundi, Foundi n'a jamais dit qu'il était le porte-parole des ambazoniens. Foundi n'a jamais été pour la sécession. Si. Non, jamais. Je voulais tout à l'heure. J'ai dit que jamais. Je vous mets au défi, M. Banakani, apportez la preuve parce qu'au SDF, même nos manifestes, nous sommes pour le fédéralisme. Tout à l'heure, on le dit, on le redit. Nous sommes à une émission, vous pouvez apporter la preuve. Je le ferai tout de suite. On le dit, on le redit tout le temps. Que nous sommes pour le fédéralisme, nous ne sommes pas pour la division de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, même dans notre programme politique, lors de la présidentielle, nous avons parlé du fédéralisme. Nous ne sommes pas pour la division de l'État. Nous ne sommes même pas pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un État ambazonien, un État de la République. Non, nous sommes pour un Cameroun. Mais un Cameroun avec aujourd'hui
un problème sur la forme de l'État où nous estimons que le fédéralisme sera le meilleur mode de gouvernance. C'est ce que nous pensons. Alors, concernant... vous avez aussi fait cas du cardinal Tommy, dit qu'il n'incarne plus cette institution morale. Ça, c'est insulter ce grand homme. Parce que pour moi, j'ai du respect pour lui, pour ce qu'il est, mais surtout pour ses positions. Et ça aussi, c'est un grand homme. Comme vous, M. Badankani, vous vous mettez, même lors de la présidentielle, vous avez dit, je soutiens bien, et vous dites, Mordicus, pourquoi vous soutenez bien? Laissez que le cardinal Tommy, son éminence, reste aussi dans sa logique et qui disent que je ne soutiens pas bien possible pour ça, et qu'ils prennent sa position et qu'ils défendent. Et c'est aussi ça, cette liberté d'expression qu'on voudrait et qu'on reconnaît à chaque individu dans une société. Qu'il pense qu'il peut dire et soutenir qui il veut, et vous aussi vous soutenez qui vous voulez. Mais vous ne pouvez pas penser qu'il n'est pas crédible parce qu'il ne soutient pas le gouvernement en place où il dit des bêtises. Non, il est libre de penser comme il veut. Et il a souvent été toujours un homme libre. Si quelque chose ne va pas, il le dit. Et pour moi, c'est une autorité morale et il incarne cela. Et il faut le respecter. Je voudrais que vous réagissez rapidement. Vous allez réagir. On va faire un dernier tour de table sur cette question avant d'aborder la deuxième thématique. Je voudrais rapidement évacuer quelques SMS que j'ai reçus. Vous répondrez, maître. Bonjour Yves et bonjour le panel. Le Parlement représente le peuple. Alors il est de son rôle de mener le dialogue et non le gouvernement qui est l'administration. J'ai du mal à lire intégralement votre message. Je crois que vous l'avez réitéré. Bien vouloir reprendre votre message, docteur Raymond Adengoyo. Je vais évacuer un autre message. J'aurais souhaité que certains de vos panélistes fassent un déplacement dans cette zone, qu'ils évitent de radicaliser les gens avec des propos incendiés. Le président Biya doit se prononcer formellement sur cette affaire. Trop de morts. C'est Vincent depuis Bamenda qui nous a écrit ce message. Je vais tenter d'évacuer quelques-uns que j'ai reçus. Bonjour à vous. Quant à votre copanéliste, quand votre copanéliste dit avec qui le gouvernement va dialoguer, vous croyez qu'ils n'ont pas de leader? Organiser le dialogue, c'est Eda de Garoua qui nous a écrit ce message et vous verrez les vrais visages de leur leader. Il faut une vraie volonté de la part du gouvernement et un cessez-le-feu. Ce dialogue aura tout son sens. Je vais en évacuer quelques-uns. Good morning. I think the government member of Cameroon acted cinematography. They keep talk of dialogue but nothing to show for it. And people keep dying and they don't want to do anything. My question is when we will take place, when dialogue will take place. LTM, où va ce pays? Franchement, rien ne marche. Écoutez, lorsque vous devenez un peu virulent dans vos propos, je suis obligé, même si la coloration de cette émission peut prêter à confusion. Le dialogue aura lieu dans 2 ans. Ne vous dérangez pas, cher président Bandakani, c'est Pierrot qui nous a écrit ce message. Continuez à réagir au débat. On va faire un dernier tour de table sur cette question avec vous, Sa Majesté Patrick Ondondon. Alors, tout à l'heure, vous parliez du processus dans lequel doit s'inscrire finalement ce dialogue qui est annoncé là. L'UPC sur ce plateau pense que finalement on va tourner en rond dans cette affaire-là. Va-t-on voir le bout du tunnel? Est-ce que ce processus ne risque pas de ressembler au processus de la décentralisation qui a fait 26 ans et on ne voit pas toujours le bout du tunnel? Non, la décentralisation, c'est vous qui ne voulez pas voir le bout du tunnel. La décentralisation devait, n'est-ce pas, se clôturer, se consacrer par les élections régionales. Et c'est à ce niveau que nous sommes. Mais le problème des Camerounais, dès que nous arrivons à un échéancier, d'autres problèmes sont posés, n'est-ce pas, pour fuir le débat. Non, il ne faut pas fuir le débat. Je disais tout à l'heure que le dialogue inclusif, dans le dialogue inclusif dont il est question, le dialogue inclusif, c'est un processus. Ça veut dire que le moment des élections est un moment de dialogue. On le dit, le moment des élections est un moment de dialogue entre ceux qui veulent effectivement, postuler, qui veulent exécuter, n'est-ce pas, le mandat, n'est-ce pas, des peuples, et ce peuple-là. Donc ça veut dire qu'au moment de faire les élections, c'est un moment également de dialogue.
je disais qu'à côté de ce moment de dialogue, il peut y avoir effectivement d'autres assises qui continuent effectivement dans le même sens du dialogue. Parce que le dialogue doit, n'est-ce pas, englober effectivement, faire intervenir tout le monde. Le dialogue n'est pas entre des gens comme si on allait effectivement simplement s'asseoir autour d'une table de conférence nationale. Non, ça devient un phénomène, ou du moins c'est un épiphénomène. Le dialogue un bon dialogue inclusif est un langage permanent. Ce n'est pas un monologue, c'est quelque chose de permanent entre des gens qui veulent résoudre un problème. Ça ne peut pas s'arrêter sur un autre problème, non. C'est-à-dire que le dialogue est vraiment permanent, c'est pour cela que nous disons que c'est un processus. Je ne parle pas... Ça va mettre combien de temps le processus finalement, Sa Majesté? Il faudrait qu'on ait quand même un échéancier. Sinon, on risque de faire 26 ans comme... Il n'y a pas d'inquiétude, ça va durer. Sans rien voir. Hein. Ça va durer, mais la décentralisation, elle a eu lieu. On doit clôturer ça par les élections régionales. Et finalement, c'est ça. Je sais que ça a embêté beaucoup de personnes, mais toutes les institutions organiques qui consacrent, n'est-ce pas, l'état de droit au Cameroun ont été mises sur pied et finalement finalisées, n'est-ce pas, par les élections régionales. Je voulais dire une chose, c'est que le SDF a fait une stratégie, une erreur de stratégie politique quand au début de la crise, ils ont voulu être complaisants avec ces enfants qui ont commencé. Ils ont voulu être complaisants. Mais n'oublions pas qu'il y a un adage qui dit que quand vous voyez la maison du voisin se brûler, il faut faire attention parce que vous aussi, ça peut prendre votre maison. Donc, ils sont rattrapés un peu tard. Mais tout ce que nous ne pouvons que demander, n'est-ce pas, au SDF de peser de tout son poids pour effectivement continuer dans le sens de ce que le médiateur de la République, en l'occurrence actuellement le Premier ministre, a engagé, pour faire sortir les enfants effectivement de la bourse parce que beaucoup sont déjà sortis. Il faut que d'autres qui résistent ressortent davantage pour qu'ils retrouvent, n'est-ce pas, leur famille et qu'on puisse continuer ce dialogue en organisant une élection qui est aussi un moment de dialogue. Et là, les gens vont choisir ceux qu'ils veulent pour les diriger et qui pourront poser des problèmes de manière tout à fait légitime. Parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner dans l'illégitimité où vous vous levez, vous prenez les armes et vous croyez qu'on va dialoguer avec vous avec une arme sur la table. Non, ce n'est pas possible. Bandakani, sur la complexité de ce problème finalement, qui semble imposer donc un processus, avez-vous le sentiment qu'on va voir le bout du tunnel? Oui, il faut dialoguer. Notre position est claire, nous l'avons dit. Il faut dialoguer dans le cadre du respect de la Constitution du Cameroun et de ses lois. Les positions sont claires par rapport à ça depuis. Il faut dialoguer. On sort d'une crise en dialoguant. C'est une évidence. Donc vraiment, je ne veux pas enfoncer les portes ouvertes. On sort d'une crise en dialoguant. Nous, on dit ceci, dans le respect strict de la Constitution du Cameroun et de ses lois. Parce qu'on a vu ailleurs où les choses comme ça ont débouché. C'est-à-dire quand les gens prennent les armes, après vous les légitimez, vous vous en sortez plus. On a vu en Côte d'Ivoire et ailleurs. Il ne faut pas que les gens fassent comme si ça n'a pas existé. Le président dit que les gens déposent les armes. Ils n'ont pas déposé les armes. Et personne n'en parle. On avait dit avant au président que Libertel, ça va changer, Libertel. On est déjà au moins à 3 libérations. Ça va changer quoi? Dites-moi la concession que les gens l'ont fait. Dites-moi une seule concession qui vient de ces gens. Et les gens font comme s'ils ne voient pas. C'est toujours au président qu'on demande les concessions. Et plus il va en donner, plus on va demander son coût. Puisque maintenant on demande un gouvernement de transition. C'est cela qu'il s'agit. Je pense quand même que Maître Adeline a souligné brillamment la situation dans ces deux régions. C'est fait. Mais Maître aussi sait que la situation a évolué. Mais vous le savez. Il y a 2 ans, le Premier ministre n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait là-bas. C'était impossible il y a 2 ans, vous le savez. Il y a même 1 an et demi, c'était impossible. Il y a 1 an et demi, il était impossible que les ambassadeurs déposent des armes. Il y en a qui déposent les armes. Vous ne voyez pas ça? Ils déposent des armes. Hier, ils ne le faisaient pas. Aujourd'hui, les populations vont chercher des ambassadeurs en brousse. On ne se faisait pas hier. Donc, c'est bien de souligner la situation difficile des populations. Vous êtes dans votre rôle, c'est très bien. Mais soulignez aussi la donne qui change. Et qui doit être mise à profit par toutes les forces politiques pour qu'on en sorte. Pas continuer à allumer le feu. Alors, je vous dis une chose. Je n'ai pas un problème personnel avec le cardinal Toumi. C'est une autorité morale des catholiques. Je respecte ça. Il n'est pas mon autorité morale, je ne suis pas catholique. J'ai aussi ce droit. C'est votre opinion. Non, c'est un droit. J'ai Non, le droit. et comme c'est aussi mon opinion et mon Ne droit. pas à ce niveau. Je vous dis quel niveau le débat entre moi et vous le concernant. C'est que vous ne pouvez pas être partisan et médiateur en même temps. C'est tout ce que vous vous dites. Vous pouvez être un médiateur doit être relativement neutre.
si un peu, tant soit il y a un homme neutre sur terre, mais vous devez être relativement neutre. Ce n'est pas son cas pour le moment. Ce n'est pas son cas, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas son cas, parce que ses positions contribuent à mettre l'huile sur le feu. Quand du haut de sa chair cardinaliste, il divise le Cameroun en deux, a dit, foulons au pied les dynamiques d'intégration qui sont en marche depuis plus de 100 ans dans ce pays. Parce que le Cameroun, ce n'est pas seulement anglophone, francophone. Ça part de plus loin. Le candidat n'a jamais demandé la sécession. Non, il y a cette interview. Je les ai. Au moins je les ai. Non. Il n'a jamais dit. Il a dit, par exemple, une de ses sorties que le sous-préfet qui est chez lui n'est pas anglophone. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce que maintenant, si on va dire que dans le Christ, il y a des anglophones et des francophones, lui peut le dire? Donc, non. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est la sécession. Non, vous ne pouvez pas dire. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est la sécession. Je n'ai pas dit qu'il est pour la sécession. Voilà. Parce que la sécession, c'est la division. Non, ne me prêtez pas ce que je dis. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il veut diviser. Non, je parlais de flou. Oui. Je refuse la division. Lorsque vous convoquez parce une que la conférence. sécession, c'est la division. Mais il n'est pas dans le cadre de la sécession. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Voilà. Lorsque vous convoquez une conférence anglophone dans un pays comme celui-ci, vous prenez fait et cause que le pays est divisé en deux parties. Nous n'allons jamais l'accepter dans ce pays. Parce que les patriotes camerounais ne sont pas morts pour ça. Si lui ne sait pas ça, on va lui l'appeler, même s'il est cardinal. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Donc nous, on va recuser avec la dernière énergie, n'est-ce pas, sa qualité de personnalité morale neutre, pouvant officier comme il a été dans cette affaire. Il n'en est pas digne. C'est tout ce que je dis. Pour le reste, respectez-le comme vous voulez, c'est votre droit. Voilà, moi je ne suis pas catholique, ça ne m'intéresse pas. Vous dites que le président Frondi, pour qui j'ai du respect, pour ce qu'il a incarné dans ce pays, a dit dans une interview que s'il était jeune, vous n'avez pas lu ça? Vous avez lu certainement? Allez-y. Alors vous avez lu que s'il était jeune, il rejoindrait les rangs de l'Ambazonie. Ça veut dire quoi en français? Je ne reviens pas sur ce qu'il a dit que le président va aller à la CPI. Parce que le président défend la constitution du Cameroun. Monsieur Frondi, qui n'est pas n'importe qui dans ce pays, dit qu'il faut l'envoyer à la CPI. Sauf si vous allez nier. Mais 1850 Camerounais sont déjà morts, hein, et tous les jours ça continue. Non, c'est ça continue. Je sais pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit ça continue. Ne brouillez pas les pistes. J'ai dit il a le droit aussi de dénoncer cela, M. Bandakani. C'est son droit le plus absolu. Et ça, vous ne pouvez pas le lui retirer. L'exercice du pouvoir n'est pas une sinecure. Allez-y, Bandakani, pour qu'on avance rapidement. Mais je comprends, vous êtes habitué à plaider. Oui. Quand vous parlez, je vous interromps pas. Allez-y. Je vous dis ceci. Je n'ai pas interdit au chairman de dénoncer. D'ailleurs, je vous rappelle que la prise en charge de cette question anglophone ne dépend pas du nombre de députés que vous avez. On ne dépend pas. La preuve, vous entrez le faire maintenant. Vous avez maintenant moins de 15 députés. Là, vous avez 40, vous n'avez rien dit. Maintenant, vous avez 15, vous le faites. Donc, ce n'est pas un rapport avec le pouvoir. Il s'agit de prendre en charge une question qui vous concerne. Vous ne l'avez pas fait. Depuis que vous entrez au Parlement, vous ne l'avez pas fait. C'est un fait. Ne niez pas ça. Parce que c'est tout entendu. Le président Frondi, quand la crise a commencé, vous avez joué, et bizarrement, vous avez joué. Parce que moi, je me rappelle quand votre congrès était menacé par les ambazoniens. Qui vous a permis de faire le congrès? C'est l'armée du Cameroun. En ce moment-là, l'armée du Cameroun le fait sur la base de quoi? La constitution du Cameroun. Moi, je pense qu'il y a des principes en politique qu'il ne faut pas violer. Moi, je ne peux pas accepter qu'on fasse comme si dans ce pays, il n'y a pas de constitution. Alors que nous profitons tous de cela, de cet état de droit, entre guillemets, avec ses faiblesses et tout. Donc, moi, je vous dis, nos positions sont claires. Que les gens posent le problème, tel qu'ils le font dans ces régions, je ne le ferai pas comme eux. C'est leur droit le plus absolu. Mais l'état de droit et de devoir dans ce pays. Sinon, au nom de quoi l'État camerounais signe les contrats avec l'étranger? Au nom de quoi il nous engage, nous, à l'étranger? C'est vous qui signez les contrats, c'est le président Biya. Au nom de la constitution du Cameroun. S'il n'y a plus de constitution, alors aucun contrat ne vaut plus dans ce pays. Y compris tout ce qu'on a signé avec les étrangers. Votre parti ne peut pas assumer ça, je connais. Quand tu convoquais la question de privatisation, je me rappelle très bien. Quand nous menions les campagnes à l'époque, j'étais encore au Maludem, pour dénoncer la privatisation, votre parti nous combattait violemment. Au nom du libéralisme et de votre allégeance au FMI, vous nous combattiez avec la dernière énergie. Je me souviens très bien. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le mettre à cause des contrats avec l'étranger. Donc, défendez la constitution du Cameroun. Je voudrais qu'on prenne la deuxième thématique de cette émission, mais je vais évacuer ce SMS d'un téléspectateur qui m'intime l'ordre de lire son SMS. Bravo à l'honorable Alphonse Sopo pour les explications claires qu'il vient de donner. Il ne faut pas que l'avocat qui est sur le plateau oriente le débat sur un angle tribal et excessif en sa qualité de juriste. Elle doit rester neutre. C'est ce que vous avez essayé de dire. Je crois que j'ai essayé d'évacuer votre SMS. Je voudrais qu'on prenne la troisième thématique et non la deuxième, puisqu'on va parler évidemment de ces échéances électorales qui sont annoncées cette année. Certains
indique qu'il y a un véritable cafouillage autour de cette élection. Le calendrier reste imprécis. Rappelons que le mandat des députés et des conseillers municipaux avait été prorogé l'année dernière pour 1 an. Certains spécialistes du droit précisent qu'une autre prorogation n'est pas possible. Maître, est-ce que le calendrier est suffisamment clair, électoral? Est-ce que ce calendrier est confisqué par le président de la République? Quoi qu'on dise, les délais sont là. Ça veut dire que dans le code, on connaît les délais hautes. Mais maintenant, qu'on le veuille ou pas, tout le monde est suspendu sur les lèvres du président de la République. Puisque lui seul a compétence et lui seul a habilité à convoquer le corps électoral. Et c'est lui qui va le convoquer. Donc tout le monde est suspendu, on le regarde. Donc lui seul convoquera le corps électoral. Et lui seul connaît la date. Bon, c'est vrai qu'il y a dans les hypothèses, en fait, il y a un timing. Mais maintenant, lui seul sait quand est-ce qu'il voudra convoquer. Parce que personne ne peut lui intimer l'ordre de convoquer aujourd'hui ou demain. Alphonse Sopo, est-ce qu'il y a un cafouillage autour du calendrier électoral au Cameroun? On n'a véritablement pas de lisibilité, même si les délais de 40 jours précédant, comment on appelle ça, la fin du mandat des élus du peuple est très précisé par la loi du Cameroun, et certains augurent d'ailleurs la convocation du corps électoral pour le mois d'août prochain. Est-ce que malgré ces explications, malgré ce qui est écrit dans la loi, on peut continuer à penser qu'il y a un cafouillage sur le calendrier électoral? Non, vous savez, moi, je crois que ce sont des partis qui ne sont pas sérieux. Moi, je prends le cas de mon parti. Le président proroge le mandat des députés. Il a dit 1 année. Alors, pourquoi ne pas commencer à se préparer pendant cette période de pluie que le président l'a annoncé? Tout le monde attend. Et nous sommes dans des débats puérils, la crise anglophone, la crise de ceci, etc., etc. Mais nous ne préparons pas les élections futures ou les élections à venir. Nous sommes dans des querelles qui n'ont aucun sens pour un parti politique. À partir de ce moment, le jour où le président va donc convoquer le corps électoral, nous allons nous lever pour dire oui, comme c'est le seul maître du jeu, nous avons eu du temps pour nous préparer. Et nous ne l'avons pas fait. Moi, je prends tout simplement le cas de l'UPC, que je connais très bien. Vous comprenez? Nous sommes dans des batailles vraiment personnelles et sectorielles d'individu à individu. Or, il y a le parti. Il y a le parti. Et nous venons de voir que, aussi bien dans la commune qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il y a le mot d'ordre du parti. C'est la discipline du parti qu'on y applique. Si vous n'y êtes pas, et que les députés qui seront là demain prennent des décisions qui ne vous arrangent pas, vous allez les critiquer. Vous ne pourrez pas les critiquer, puisque vous ne vous êtes pas préparé à affronter cette bataille-là. Et c'est l'instant de cohésion vraiment, si vous voulez, magnifique entre le peuple et les futurs parlementaires. Parce que c'est là où chacun vient dire, si moi je suis au Parlement, ou si je suis maire, voici quelle sera ma politique. Et là, le peuple qui acquiesce votre politique va vous élire. Mais si vous êtes absent, vous n'y êtes pas, ou bien c'est à 2 jours, dès qu'on convoque le corps électoral, que vous vous démenez alors qu'il faut des candidatures, c'est pour aller faire quoi? Et là, vous direz que oui, le président bien le maître de ceci, de cela. Vous étiez préparé. Vous saviez qu'il y aurait élection. Maintenant, vous ne vous êtes pas préparé. Et maintenant, certains vont se réfugier derrière la crise anglophone. Ils vous diront, maintenant, il y a la crise. Renvoyons, et c'est tout simplement parce que les gens ne sont pas prêts. Une élection se prépare. Elle se prépare. Si vous n'avez pas pris la peine de préparer votre élection, ne vous réfugiez pas derrière une crise qui, en réalité, ne révèle que les problèmes que nous tous nous connaissons dans nos contrées. Patrick Ondondon, il y a la question de la légalité. Vous-même, vous le rappeliez, le président reste légaliste, mais il y a une situation qui est celle des zones en crise au Cameroun. Il y a une constitution qui est suffisamment claire sur la question. Va-t-on tenir ces élections cette année? Oui, les élections auront bel et bien lieu cette année, parce que je vous le disais, tout est mis en place sur le plan budgétaire pour que les élections puissent avoir lieu.
Donc c'est les modalités pratiques. L'année dernière également, on avait tout mis sur le plan budgétaire, hein, sauf qu'on a renvoyé les élections. Exactement, parce qu'on trouvait qu'il y a eu la présidentielle. Il y a eu la présidentielle. Cette année, le président... Il y a les régionales cette année. Si le président Paul Biya étant un légaliste, il va effectivement convoquer dans les délais qui lui sont impartis par la loi, il va convoquer, n'est-ce pas, le corps électoral pour les législatives et les municipales. Et éventuellement, il y aura effectivement, parce que c'est prévu, les régionales. Alors, on disait que les élections, ça fait partie d'un élément, il faut le constater, ça fait partie d'un élément du dialogue inclusif. Les élections sont très importantes pour nous aider à résoudre les différents problèmes de tension que nous avons, parce que seuls ceux qui seront élus auront la légitimité, n'est-ce pas, de parler et de parler avec et qui seront suivis, qui seront écoutés. Donc les élections, ça fait partie d'un élément important dans le dialogue qui a été amorcé. Maintenant, l'honorable disait, les élections se préparent depuis très longtemps. Il y a de cela déjà 1 an, on a dû proroger le mandat des députés et des conseils municipaux. Et c'était tout à fait normal que les partis politiques puissent, n'est-ce pas, se préparer à affronter, à aller aux échéances cette année. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des partis qui pensent qu'on ne peut pas passer aux élections législatives et municipales. Ce serait une erreur. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année, on dit que non, les partis doivent prendre leurs dispositions pour faire inscrire, n'est-ce pas, leurs électeurs, de manière à ce que, quand il y a élection, à ce moment-là, n'est-ce pas, tout le monde puisse s'exprimer. Ce n'est pas bien pensé, c'est pas honnête quand des partis politiques veulent effectivement encore refouler l'échéance électorale. On sait que certains partis veulent le faire pour pouvoir coincer le gouvernement. Ça veut dire que pousser peut-être à une ultime prorogation, et dans ce cas, certainement faire valider le fait que non, il n'y a plus de légitimité. Et parce qu'il y a des partis qui ont commencé déjà à parler, n'est-ce pas, de gouvernement de transition. Et on sait où, nous sommes les Camerounais, nous connaissons tout ce que nous faisons les uns et les autres. Donc nous n'allons pas tomber dans cette erreur. Nous sommes vigilants et il faut absolument que la Constitution soit respectée. Il faut que tout le monde se prépare à aller à ces élections. Bandakani, est-ce que les formations politiques au Cameroun ont suffisamment assimilé les enjeux des élections qui sont annoncées? Je ne suis pas le juge des pratiques des partis politiques. La politique, c'est un jeu rationnel autour des intérêts et des valeurs. Et quand on se lance en politique, on sait ce qu'on fait. Les partis ont les intérêts qu'ils défendent. Vous voyez pourquoi Maître Adeline est très acharné sur la question dite anglophone. C'est leur fief. Il faut comprendre ça. C'est leur fief, il faut comprendre ça. Donc, on peut faire de tout bois. Parce que justement, c'est normal. C'est comme ça qu'on conçoit la politique là-bas. Nous le voyons les choses autrement. On ne peut pas installer un pays dans une situation de crise permanente qu'on anime et qu'on entretient. C'est pour quel objectif? Parce que les gens ont décidé que le président Biya doit partir, il a trop duré au pouvoir et puis la succession à l'ordre du jour. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'un pays peut fonctionner comme ça? Nous avons des partenariats avec les étrangers. Nous avons signé des partenariats qui engagent le Cameroun. Il y a des échéances seulement au niveau de la gestion de la dette qui nécessitent une visibilité que les élections donnent sur un temps donné. Si un État ne peut pas garantir ça, ici il y a encore un État sérieux. Donc quand les gens sont dans la même dynamique qui a prévalu lors de l'élection présidentielle, vous vous souvenez, on faisait tout pour qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle. Et si le président avait cédé, on serait où? Dans un scénario à la zaïroise. Et les mêmes gens devaient passer à un autre niveau. D'ailleurs, maintenant quand on voit la suite, pas tout le monde comprend. Tout le monde comprend. On a tiré sur les gens pour dire que mais, tout le monde est en train de voir tout l'agenda qui était là derrière. On a besoin du Parlement. Et 1 an de prolongation, ça suffit, de notre point de vue. Ce Parlement a besoin de légitimité. 1 an, ça suffit. Donc il faut que de notre point de vue, la loi, tout le monde sait, en commençant par le SIF, qui se prépare en trompant les autres, il se prépare. Moi, je connais. Il se prépare. Le SIF a même boycotté l'élection au Cameroun. Jamais. On a boycotté en 92. Oh non, il y a après 92, c'était là. Non, après ça, vous n'avez plus jamais mettre. Vous n'avez plus jamais boycotté. Mais chaque fois qu'il y a élection, vous dites, on va boycotter. Et vous, ça endort les autres formations politiques, et après le SIF se présente. Bon, c'est tactique, c'est intelligent, mais je dis que bon, il ne faut pas qu'on fasse de ça une démarche politique dans laquelle on va entraîner tout le pays. La loi est claire.
Vraiment, ce sera en un mot. La loi Clé, vous devez l'appeler ça, que normalement, Oui, 40 jours avant l'expiration du mandat, au plus tard, effectivement, mi-août, on devrait convoquer le corps électoral. Vraiment, en un mot, en quelques secondes, le SDF ira à ces élections-là. oui, ils vont aller. Sans résolution de la crise anglophone, nous n'irons pas. Vous irez, Nous n'irons pas. Surtout que non, surtout qu'il faudrait qu'on avance dans ce pays. Il faudrait qu'on avance et que le calendrier des élections soit connu. Très bien. Et que ça soit connu et de manière partout en France. Nous avons copié le modèle français, faisons comme eux. Et c'est connu. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours s'atteler à attendre le message ou l'indication de tel ou tel autre? L'honorable Alphonse Sokolo, l'UPC ira à ces élections-là, municipales et législatives, qui sont annoncées. Oui, vous verrez que l'UPC ira à ces élections. Mais pour quel but? Point d'interrogation. Voilà. Le RDPC sera bel et bien à ces élections, puisque c'est vous qui organisez. Il paraît que vous êtes arbitre et juge. Non, nous ne sommes pas... Depuis 1982, pratiquement, nous avons assisté à 16 élections, dont pratiquement 9 élections législatives et municipales et 7 élections présidentielles. Et ça, c'est ce que nous savons. Nous savons que dès lors que nous gagnons une mandature, qu'elle soit législative ou présidentielle ou même municipale, nous préparons directement, n'est-ce pas, à la prochaine étape qui arrive dans 5 ans. C'est comme ça que nous fonctionnons, c'est comme ça que nous sommes disciplinés, c'est comme ça que nous nous battons. Parce que nous savons que est-ce qu'il y aura les primaires au sein du RDPC? Les délais sont clairs. Parce que c'est peut-être là la grande question. Les délais sont clairs. Il y aura les primaires au sein de votre formation politique, où on va se retrouver avec une guerre au sein du parti. Il y a des jeunes là qui veulent s'affirmer. Pas du tout. Vous savez que c'est toujours dans le RDPC qu'il y a eu ouverture démocratique. Donc il serait souhaitable qu'il y ait des primaires au sein du parti, qu'on arrête les investitures. Non, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Je veux vous faire comprendre que c'est dans le RDPC, il y a toujours une démocratie. C'est-à-dire que ce soit primaire ou investiture, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de problème. L'investiture, c'est une démocratie chez vous? Oui, c'est la démocratie, l'investiture. De L'investiture, c'est un choisir consensus. les candidats qui ne reflètent pas forcément la volonté des autres. Non, les militants. investitures, c'est consensuel. Les primaires aussi sont effectivement consensuelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Bandakani, je sais que le nouveau mouvement populaire ira à cette élection-là. Il faut avoir... Nous nous prononcerons le moment venu. Très bien. Merci d'avoir suivi cette édition de Politiquement Incorrect. On n'a pas pu aborder la thématique sur la question sécuritaire, mais nous adressons encore ce dimanche un message de condoléances et de soutien aux forces de défense déployées dans la partie septentrionale du Cameroun. Nous également, malgré évidemment le temps de cette émission, nous restons républicains. Merci de nous avoir suivis ce dimanche. Je voudrais dire merci à Maître Adeline Diongan qui était là pour le Social Democratic Front. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Merci d'être venu ce dimanche. Juste à proximité de vous, j'avais l'honorable Alphonse Sokolo qui était là pour l'Union des populations du Cameroun. Je remercie également Sa Majesté Patrick Ondondon qui est venu du Yaoundé pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et infiniment merci à Bandakani, le président national du nouveau mouvement populaire. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête des pères. Et vous avez parlé de la fête de l'enfant africain. Voilà, la journée de l'enfant africain. Nous également, on saisit cette opportunité pour adresser un message à tous les enfants à travers le monde. Merci de nous avoir suivis ce dimanche. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.